Yves Benahim, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Tu es un des grands prophètes suisses du Bitcoin. Oui, non, j'assume, Ok. je le dis, et puis on va le confirmer pendant l'interview. Mais du coup, tu traverses les campagnes, tu parcours les routes pour prêcher la bonne parole. On te voit souvent dans les médias et dans les journaux helvétiques. Tu essaies d'expliquer au plus grand nombre la technologie et l'impact politique, social, économique que pourrait avoir Bitcoin et les cryptos. Tu nous en diras plus. Et puis, tu es aussi conseiller, tu essaies d'évangéliser certaines grandes banques suisses, également à Genève. Donc, avant que tu rentres vraiment dans le sujet et que tu nous expliques ce que tu fais, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous expliquer comment tu as débarqué dans l'écosystème Bitcoin? Ok. Alors à la base, en fait, je suis tombé dans l'écosystème web en 96, 97, donc 96, 97. Et puis j'ai vu comme ça évoluer des choses super excitantes. Il y avait plein de gens qui faisaient plein de choses super. Il y avait des startups dans tous les sens. C'était la révolution. Tout le monde allait devenir heureux et libre. Et puis en l'an 2000, forcément, il y a eu la bulle des dot-com qui a explosé. Et puis, donc, je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais ce qui m'a un peu fait mal au cœur, c'était de voir que, ensuite, pendant 10 ans, c'était un peu la traversée du désert. Voilà, on voulait plus parler d'Internet, on voulait plus investir ni du temps ni de l'argent. Tout le monde se faisait Les gens virer avaient de été ses boîtes. traumatisés, quoi. Ouais. Et on partait du principe que c'était fini. Et puis, en 2011, j'ai découvert Bitcoin dans le cadre de l'article sur Silk Road, donc qui disait en gros que Bitcoin c'était la révolution des trafiquants de choses illégales dans le monde. J'ai trouvé ça très intéressant, un peu de la même manière. Et puis j'ai regardé ça de loin, et puis j'ai essayé de voir à partir de quand ça risquait de partir un peu en sucette et d'avoir le même problème que le web, Hmm. parce que finalement le web, ceux qui étaient dedans, on va dire Amazon, ben, ils ont tenu bon, ils ont passé la tempête, et puis de l'autre côté, ils sont devenus les GAFA, quoi. Par contre, ceux qui ont tout mis à la poubelle, qui ont jeté le bébé avec l'eau du bain, ben, ils ont perdu beaucoup de temps. Et c'est un peu dommage. Alors du coup, ben, moi j'ai commencé à m'intéresser à Bitcoin à ce moment-là, parce que justement, ce qui m'intéressait, c'était d'éviter d'avoir cette incompréhension qui fasse qu'on perde du temps, qu'on revienne en arrière éventuellement, qu'on fasse fausse route et qu'on soit obligé de revenir en arrière. Moi, ce que je trouvais qui était vraiment intéressant, c'était de se dire, on a une espèce de nouvelle technologie qui va être l'équivalent de la machine à imprimer de Gutenberg ou l'électricité, l'ampoule électrique, etc. Forcément, ça fait peur, forcément, c'est compliqué, forcément, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est quelque chose que, a posteriori, on arrive à vulgariser très bien. Donc, ce qu'il faut, c'est arriver à le vulgariser en amont pour que bah, ça fasse pas forcément peur, et puis on évite comme ça la bulle des Hmm. ICO en 2017 qu'on n'a pas réussi à éviter, les NFT aujourd'hui qu'on n'a pas réussi à éviter. Mais donc, du coup, quand tu essaies de l'expliquer, justement, cette technologie qui est comparable, d'après toi, à l'ampoule électrique, à l'imprimante, quelle est cette technologie et comment, du coup, tu l'expliques quand tu as besoin de l'expliquer et éviter de, voilà, rester tranquille, tout va bien se passer, j'arrive et puis je vous montre ce qui est en train de se passer. Alors, ça dépend de mon interlocuteur, forcément, puisque Hmm. les gens n'ont pas forcément les mêmes besoins de compréhension des mêmes choses. Ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que c'est comme Internet. Internet, à un moment, on appelait ça les autoroutes de l'information, et puis on disait, voilà, il va y avoir des livres, mais à disposition d'un réseau. Puis en fait, aujourd'hui, on se rend compte que il y a des podcasts, il y a YouTube en général, il y a, je sais pas, on réserve son billet de train, on vote, enfin, il se passe plein de trucs sur Internet. Que aujourd'hui, si on coupe Internet, il y a plus rien qui marche. Il y a plus de banque, il y a plus de chancellerie d'État, il y a plus rien. Hmm. Mais c'est pas forcément comme on l'envisageait à l'époque où on disait ah ben ça va remplacer les librairies en fait, ça va remplacer les bibliothèques. Alors j'essaie d'expliquer un peu ça en disant voilà, on a maintenant un système de transactions, tout type de transactions, qui est basé sur un système qui est une technologie assez basique qui existait avant Bitcoin, donc la blockchain, qui est quelque chose qui en soi est assez lourd et pas très pratique, mais qui permet de faire dans un premier temps
la non-falsification des éléments qu'on va transacter, et puis de pouvoir faire du peer-to-peer, donc de pouvoir faire une transaction de personne à personne. Oui, parce que la blockchain n'a rien de nouveau. Quand il y a beaucoup de gens qui disent aujourd'hui, c'est pas Bitcoin, c'est la blockchain, ou c'est pas les cryptos, mais c'est la blockchain qui va rester. Messieurs, dames, la blockchain, ça existe depuis les années 80, en gros. Exactement. Et la blockchain, finalement, si on veut vraiment revenir en arrière, c'est l'équivalent, on va dire, d'une ardoise dans un bistrot. Ça existe, le concept existe depuis toujours. Ce qui est difficile à réaliser, c'est d'accord, mais pourquoi est-ce que cette blockchain est immuable? Et là, on commence à mettre un peu le pied dans le terrier du lapin et de dire, OK, cette immuabilité, elle vient du fait qu'elle est distribuée et décentralisée. D'accord, mais alors si on la distribue, on la décentralise auprès d'acteurs qui se connaissent tous, finalement, ils peuvent s'unir et puis changer. Bah oui, mais à ce moment-là, c'est un document dans le cloud, c'est un Google Word. Par contre, si c'est quelque chose où c'est deux personnes qui ne se connaissent pas et que les deux sont les garants de cet élément, de cette ardoise, et que finalement, on en revient à un système qui est l'équivalent de l'open source pour Linux, par exemple, finalement, aujourd'hui, Linux a gagné contre Microsoft IBM parce qu'à l'époque, c'était l'ennemi. Microsoft IBM était vraiment contre. Et puis aujourd'hui, ils le mettent clairement, fièrement sur leur page qu'ils ils contribuent, ils aident, ils promeuvent, ils participent à tout. Et en fait, c'est open source, et c'est ça qui est très intéressant avec Bitcoin, c'est le fait qu'on a des intérêts qui sont alignés, mais en même temps, on peut avoir rien en commun. Et donc, c'est là où il y a tout un débat. Bon, alors là, on saute un petit peu dans la partie politique, mais c'est là où il y a un débat où on dit « Mais qu'est-ce qui se passerait si la Corée du Nord adoptait le Bitcoin ?» Je m'en fous. Si la Corée du Nord a de l'or, ça ne me concerne pas. Par contre, si aujourd'hui, il y a des gens de gauche et des gens de droite qui adoptent Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont tous les deux avoir comme intérêt de protéger leur investissement, pas seulement leur investissement financier, mais leur investissement de ressources, et donc ils vont protéger aussi l'autre en même temps. C'est juste après la connotation des personnes du coup, qui participent au réseau, et l'exemple de la Corée du Nord où... Par exemple, de nous, on ne fait pas forcément de politique sur GAC, et puis on aime ou on n'aime pas le personnage, mais Eric Zemmour était chez Ledger il y a quelques jours, et du coup, il y a certaines personnes de l'écosystème qui redoutaient que le sujet devienne vraiment politique, enfin en tout cas teinté d'un certain parti politique ou d'une certaine personnalité, et que du coup, certaines personnes fassent l'amalgame que Bitcoin, c'est de droite. Et soyons honnêtes, aux États-Unis, c'est déjà relativement le cas. Ça veut dire que les personnes de droite vont plutôt être du côté libéral, enfin c'est plutôt les républicains, c'est plutôt des États rouges comme le Texas, enfin, des choses comme ça. Donc comment tu vois ça? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que Bitcoin, il y ait une scission dans la communauté ou des personnes qui veulent adopter la technologie? Par exemple, je ne sais pas, Madame Michu qui veut investir dans Bitcoin, il dit « Ah ben non, je ne vais pas acheter du Bitcoin parce que... la Corée du Nord en a aussi. » Tu vois, d'avoir cette connotation négative autour de la technologie. Il y a 12 questions dans vas-y, on a 4 heures. C'est ça. Alors, la première chose, c'est Bitcoin est complètement politique. Bitcoin, c'est politique depuis le début. Bitcoin, c'est politique depuis le Genesis Block où il y a à l'intérieur donc une signature pour pouvoir le dater, mais c'est pas une signature anodine, c'est le fait que le gouvernement met de l'argent pour sauver la crise. Est-ce que tu es d'accord avec moi si je te dis que Bitcoin est politique à l'extérieur du système, mais à l'intérieur du système, c'est apolitique? Ça veut dire Satoshi Nakamoto a enlevé toute discussion, toute subjectivité à l'intérieur du système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de débat sur quelle est la bonne chaîne. Donc il n'y a pas de politique à l'intérieur. Par contre, la discussion... Mais même à l'extérieur. En fait, c'est ça le truc. Extérieur, c'est politique. C'est politique et c'est complètement apolitique. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'on est dans un système aujourd'hui où il y a plein de chevaux, il y a quelqu'un qui arrive avec la voiture et on se dit, d'accord, mais alors... D'abord, comment on va calculer la puissance de la voiture? On va la calculer en chevaux, parce que ça, c'est ce qu'on arrive à comprendre. Et puis, combien il faut mettre de foin dans la voiture? Mais c'est pas du foin. Ah, ok. Alors, où est-ce qu'on met la selle? Mais il n'y a pas de selle. Ok. Par contre, il faut mettre de l'huile. Mais quelle huile? On est dans un autre système. On est simplement dans un autre système. Aujourd'hui, il y a un basculement qui est que c'est politique, mais c'est pas politique gauche-droite comme on l'entend.
Par contre, c'est politique qu'effectivement, on va dire Zemmour, mais aussi par exemple le Salvador avec Nayib Bukele, c'est politique que forcément il y a des gens qui vont essayer d'utiliser ça à des fins de propagande, à des fins d'auto-marketing, mais ça c'est pas nouveau. Je veux dire, si demain on découvrait que les voiliers avec plus de voiles ça marchait mieux, il y aurait la gauche et la droite qui diraient oui, mais nous on l'a toujours dit. Mais ça c'est des distractions. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se dire que maintenant on est dans un système politique où on peut dire le citoyen, l'individu, le payeur de taxes et le commerçant et l'épargnant ont une voix en direct. En fait, on a comment dire, on a changé de système politique. Ça reste la gauche, la droite, mais il y a des endroits où c'est la démocratie directe, il y a des endroits où c'est la démocratie représentative, etc. Là, on est dans un système où la monnaie, l'information et la transaction devient en démocratie directe. Donc on a changé ce système où on n'est plus obligé de passer par quelqu'un. Je vais prendre un exemple qui a rien à voir avec la politique, mais juste pour comprendre. Il y avait une époque, pour acheter des actions, il fallait avoir suffisamment d'argent pour avoir un banquier. Aujourd'hui, on peut acheter des actions avec une application dans sa poche. Qu'est-ce qui a changé? Internet. Il y avait une époque pour avoir... Internet plus smartphone. Alors, oui, ouais. Internet, après, évidemment, l'évolution, etc. Mais l'idée, c'est qu'il fallait qu'on puisse avoir un système où on avait une relation directe avec ceux avec quoi on voulait communiquer. Et ça, jusqu'à présent, avec la monnaie, c'était pas possible. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on est en numérique, on est dans un système où la réplication est hyper facile et gratuite. Et il fallait arriver à faire cette non-réplication. Mais la seule manière de ne pas répliquer, c'était qu'il fallait passer par un intermédiaire de confiance. On l'a vu avec la crise de 2008, mais on l'a vu plein de fois avant, l'intermédiaire de confiance, il n'est pas infaillible. Il n'est pas de confiance. On peut lui faire confiance, mais il n'est pas infaillible. C'est-à-dire qu'on lui fait confiance jusqu'à un certain point, puis à un moment on dit « et alors ?» Là, ce qui est en train de se passer au Canada, depuis un jour ou deux, encore une fois, finalement, il y a tout qui s'interconnecte. Là, maintenant, il y a des gens qui commencent à dire « mais est-ce qu'il va y avoir un bank run au Canada ?» Puisque le Canada a passé une loi en disant « oui, mais les camions, ça peut poser problème, etc. » Donc, les banques peuvent bloquer l'argent d'entreprises sans avoir besoin de passer par... Donc, ceux qui n'ont pas suivi, du coup, le Premier ministre a annoncé que les mesures antiterrorisme, voilà, financement du terrorisme, blanchiment d'argent, ont été élargis maintenant aux plateformes de crowdfunding et au financement crypto et aux banques aussi. Et aux banques aussi. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez une plateforme de crowdfunding qui verse sur un compte en banque et que cette banque risque d'avoir le gouvernement qui vient et qui lui dit « vous avez facilité des transactions », forcément elle va se couvrir. Donc on en revient toujours à ce système de centralisation et donc de talon d'Achille, on va dire. Il y a un risque de contrepartie qui peut péter à un moment donné. Et surtout, c'est que l'histoire nous montre qu'il a toujours pété. Exactement. À un moment ou à un autre, il pète. Et donc c'est pour ça qu'à un moment, on avait les talons or. On peut revenir en arrière. On va faire un peu en avant, en arrière, en avant, en arrière. Mais à un moment, on avait les talons or. Pourquoi? Parce que les talons or, c'était hyper facile. Il y a de l'or, ça se teste, on sait ce que c'est, on n'arrive pas à le fabriquer, on est tranquille. À partir du moment où, en 71, on a commencé à faire de la dette et à partir dans des théories monétaires complètement différentes, on a ouvert la porte à quelque chose, c'est une expérience, c'est intéressant, mais on s'est enfoncé dans ce fait qu'il fallait toujours avoir de plus en plus cette centralisation. Et aujourd'hui, on sort de cette centralisation. Je ne sais plus quelle était la question d'origine, mais... non, vas-y, je te laisse. Voilà, je te laisse, mais la manière dont j'essaye d'expliquer ça en fonction des gens avec qui je parle, c'est de leur dire... Alors, je vais prendre un autre exemple, parce que ça me fait beaucoup rigoler. Je parle comme ça à certains banquiers quand ils ont... À un moment, ils ont du mal. Je leur dis, imaginez que les crottes d'oiseaux, ça vaille de l'argent. Et puis à un moment, je vous dis, ouais, moi, chez moi, il y a plein d'oiseaux, ils font des crottes, j'ai récupéré, je suis millionnaire. Puis je viens avec mon million, et puis vous me dites, mais comment vous avez fait pour... j'ai pris des crottes d'oiseaux, puis je les ai vendues, puis je suis devenu millionnaire, puis maintenant je vais... Ma banque, elle va refuser cet argent.
Parce qu'il va dire, mais d'abord, on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi, montrez-nous des factures, puis c'est quoi cette histoire complètement abracadabrantesque, etc. Il y a des gens, dans le passé, avec le guano, qui ont effectivement fait fortune. Il y a des pays qui ont fait fortune. Il y a même des pays qui se sont cassés la gueule après avoir fait fortune, parce que c'était comme avec le pétrole, au bout d'un moment, quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus. Le problème avec le guano, c'est que c'est complètement fou. C'est pas quelque chose de logique. Aujourd'hui, on a un système comme ça qui n'est pas logique, parce qu'il sort de la logique dans laquelle on a l'habitude d'être. Une fois qu'on a mis les deux pieds dedans, l'eau est bonne, on commence à nager un petit peu, on est dans le système, et puis c'est là où on commence à se dire, mais en fait, tout a un sens. Les choses se mettent en place. Le puzzle s'assemble. Le puzzle, il est, comment dire, il est découpé au laser, quoi. Mais il faut en fait faire ce... Et c'est pour ça que, on en parlait, il y a cette image de Matrix, c'est le réveil de Matrix, c'est effectivement, on sort d'un univers, on rentre dans un autre univers, forcément, à un moment, il faut que tout s'adapte, quoi. C'est ça, c'est que, comme on en parlait juste avant, en off, c'est que Internet a fait exploser le concept de fake news. C'est-à-dire il y a eu une prise de conscience de la part du grand public de qu'est-ce qu'était l'information, et que l'information partagée par les médias du passé n'était pas forcément en fait la vérité. Et de plus en plus, on voit que les cryptos, et Bitcoin en particulier, fait exploser le concept de fake money. Et bon, c'est pas de moi, c'est de Andreas Antonopoulos. Et c'est vrai que c'est l'image parfaite. Ça veut dire que de plus en plus de monde, grâce à leurs recherches au départ juste spéculatives, je veux investir dans Bitcoin, comment ça fonctionne, ils comprennent au fur et à mesure qu'est-ce que l'argent, qu'est-ce que la finance, comment fonctionne le système actuel. Et il y a énormément de personnes, par exemple, qui tombent de leur chaise quand ils apprennent que quand ils font un prêt, par exemple, pour acheter leur maison, c'est pas l'épargne de Madame Michu qui passe d'un compte à l'autre, c'est juste une ligne de code créée ex nihilo par la Société Géniale. Et toute cette éducation, du coup, comme tu le disais, il y a un awareness, je perds mes mots en français, une prise de conscience, sur le système actuel. Et donc, du coup, toi, aujourd'hui, il y a ce contre-pouvoir, cette option, ce plan B de Bitcoin. Est-ce que tu le vois évoluer dans la bonne direction? Là, on est en février 2022. Toi, tu es là depuis des années. Tu en as vu des vertes et des pas mûres. Est-ce qu'on évolue dans la bonne direction? Est-ce que déjà tu pensais être là en 2022? Est-ce que tu pensais que Bitcoin allait avoir ce niveau de maturité ou être à ce statut-là en 2022? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent ou au contraire, tu dis non, on est sur la bonne voie? Ça avance correctement? Je pense que ça avance correctement. Je pense que dans le cadre de l'évolution, c'est un peu comme un bébé. Il va tomber, il va se faire mal aux genoux, il va pleurer. On peut pas passer à travers ça. Donc, ce qu'il faut essayer en tant qu'individu, en tant qu'humain, c'est de faire le moins d'erreurs possible. Et puis, il y avait quelqu'un qui disait, je sais plus, une personne intelligente, c'est quelqu'un qui apprend de ses erreurs, qui apprend de son expérience. Et puis, une personne géniale, c'est quelqu'un qui apprend des erreurs des autres. Et en fait, c'est très difficile d'apprendre des erreurs des autres, mais c'est faisable. Il faut avoir envie déjà. Tant que tu n'as pas mis la main sur la plaque, c'est compliqué de comprendre ce que c'est que la chaleur. Exactement, exactement. Mais moi, aujourd'hui, par exemple, je ne saute pas par la fenêtre. Pourquoi? Ça irait plus vite, mais je ne saute pas par la fenêtre parce que je suis déjà tombé de 20 cm et je me suis fait mal. Donc, je sais que si c'était 20 mètres, ça serait pire. Dans l'évolution de Bitcoin, le problème, c'est que les gens, tous autant qu'on est, ils pensent que tout ce qui s'est passé dans les 50, 100 dernières années, ça a toujours été comme ça, alors que pas du tout. On pense, parce qu'on oublie très très vite en fait, comment c'était même il y a 20, on oublie déjà comment c'était il y a 2 ans avant le Covid, donc voilà. Mais comment c'était il y a 50 ans, forcément, ça ne nous parle pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où, en fait, on n'est pas tombé de 20 cm, on n'est pas tombé de 20 mètres non plus, mais il y a des gens, ils vont tomber de 2 mètres, puis ils vont se faire mal, ils vont se péter une dent. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est neutre. Alors, explique-nous l'analogie. Concrètement, qu'est-ce que c'est les exemples aujourd'hui dans l'écosystème des gens qui se cassent la gueule? Alors, il y a beaucoup de sophismes dans les cryptos. Alors, on va commencer par le début. Il y a aujourd'hui, j'ai regardé il y a quelques jours, il y a 17 000 cryptos. Voilà. OK. Donc ça, déjà... Voilà quoi. Dis-nous, Yves. 17 000 cryptos... Je mets au défi n'importe qui
de m'en donner 170, 170, de les nommer. Donc il y a Samy du Journal du Coin, je pense qu'il le fait, mais oui. Mais c'est... Ok. Oui. 170, c'est 1%. D'accord. Maintenant, est-ce que les autres valent la peine, ne valent pas la peine? Alors, le problème, c'était qu'à un moment, il y a longtemps, on faisait Litecoin. Litecoin, on disait, c'est comme Bitcoin, mais... Alors, c'était facile, on faisait un clone, parce qu'un clone, un logiciel open source, on le clone, et puis on changeait un peu ceci, cela, et puis on disait, voilà, c'est plus rapide. Est-ce que ça peut changer quelque chose? Il y en a moins, ou il y en a plus. Ok. Aujourd'hui, il y a des altcoins qui disent, ok, nous, on est l'altcoin des gens qui se grattent le nez. Donc, ok, on va dire que 99,99%, c'est soit des escroqueries pures et dures, soit des choses qui sont tellement farfelues que de toute façon, depuis leur création, on sait qu'elles vont pas survivre. Il n'y a aucune chance, il n'y a aucun risque. Donc, sur ces 17 000, il y en a, on va dire, 17 qui tiennent la route. Parmi elles, il y a des stablecoins qui déjà eux-mêmes sont pas très intéressants, mais c'est super intéressant quand même. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et puis après, il y a Bitcoin. Puis après, il y a les autres qui disent, alors je ne vais pas les nommer, oui, mais Bitcoin, il y a tel problème. Nous, on résout le problème. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais Bitcoin, il y a tel autre problème. Nous, on résout le problème. Ce que les gens n'ont pas compris, les gens, les particuliers, pas ceux qui fabriquent ces choses-là, c'est que finalement, la logique fallacieuse de tout ça, c'est de dire, on va essayer de résoudre ce qui se passe en surface, on va essayer de résoudre certaines choses qui sont des compromis, mais au prix d'enlever ce qui est fondamental. C'est-à-dire, l'eau, c'est super important pour nous. Si on n'a pas d'eau, on meurt. Et puis 60% de notre corps, c'est composé d'eau. Mais l'eau, c'est pas sucré. Alors on va rajouter du sucre. Puis l'eau, c'est liquide. Alors c'est pas facile à transporter. Alors on va le faire solide. Alors finalement, on va avoir un bloc de sucre. Puis on va dire, regardez, c'est quand même plus facile à transporter, ça se conserve mieux, ça a un meilleur goût. Oui, mais mon corps, il est composé de 60% d'eau. C'était ça la base, l'intitulé de l'énoncé du problème. C'était de dire, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose qui est décentralisé, distribué, pair à pair, impossible à censurer? Ou est-ce qu'on essaye de faire le prochain PayPal, le prochain Visa? Et alors, il y a beaucoup de gens, forcément, qui sont séduits par ça. Parce que si on leur dit, regardez, c'est du sucre, c'est bon, ça se conserve bien, on peut croquer dedans, c'est super. Et en plus, quand on l'a mis sur le marché, ça valait 10 centimes. Aujourd'hui, ça vaut 5 €. Alors, il y a des gens qui se disent, bah, c'est génial. En fait, je suis arrivé trop tard pour Bitcoin. Bitcoin, comme on a quelque chose où on se dit la première technologie, il y avait un moment, les gens disaient, ouais, mais Bitcoin, c'est comme MySpace, Ethereum, c'est comme Facebook. Non, Bitcoin, c'est TCP/IP. Bitcoin, c'est Internet. Après, par-dessus, on va construire des MySpace qui vont venir et repartir, des Facebook qui vont venir et repartir. En revanche, le fait de dire, chez moi, dans mon truc à moi, j'ai fait un réseau social où il n'y a que moi qui peux accéder, bah, c'est bien. Mais ça résout pas le problème. Ça n'adresse même pas, ça ne s'approche même pas du problème. Il y avait quand même le problème pour le moment, et c'est un grand point d'interrogation, et on en parle souvent sur la chaîne, on en parle souvent avec les invités qu'on reçoit, c'est la programmabilité qui est aujourd'hui, là tu parles au futur, c'est quand même un conditionnel, ou en tout cas à mettre une forme de probabilité sur on va faire ça sur Bitcoin. On avait Alexis Roussel juste avant, lui aussi croit énormément en RGB, moi aussi, c'est un projet que je suis, etc. Mais il n'y a rien de sûr. Ça veut dire qu'il n'y a rien de sûr. Et même si c'est 99,9% sûr qu'il y ait un jour des smart contracts, du coup du code qui tourne assez complexe comme celui d'Ethereum, par exemple, c'est pas... Voilà, on a aucune certitude. Et c'est pour ça que c'est bien de tester autre chose et d'avoir un peu ce chaos dans le reste de l'écosystème. Alors le chaos, il est super. C'est ça. Il y a le hasard qui va faire qu'il y a des trucs qui sortiront, et comme tu disais, dans le 99,99% d'échecs, il restera ces pépites qui créeront probablement les prochains GAFA, quoi. Donc, alors, et pour moi, du coup, je te rejoins tout à fait, il y a une seule crypto-monnaie, mais il y aura, dans le futur, à mon avis, des dizaines, voire des centaines de crypto-actifs. Il n'y a qu'une seule blockchain. C'est ça qu'il faut comprendre. Qui a les caractéristiques de Bitcoin, oui. Qui a la non-censurabilité. Oui, tout à fait.
Ouais, ça, Donc, je te suis là-dessus. à partir du reste, on peut partir du principe que là, par exemple, vous êtes sur YouTube. YouTube, c'est bien, ça marche bien, c'est super. On peut uploader hyper facilement, on a des statistiques, tout va bien. Un jour, YouTube, ils disent, bon, bah, on a un problème. En fait, on n'aime pas les cryptos. Tout à fait. Mais ils vous coupent. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Ça, c'est un immense débat. On peut en avoir pour toute une vie. Mais est-ce que tu préfères avoir un YouTube censurable plutôt que pas de YouTube du tout? C'est ça la question. Est-ce que je préfère avoir un YouTube? Oui. Est-ce que YouTube est révolutionnaire par rapport à tous les autres concurrents? Non. Mais il a le réseau aujourd'hui. Malheureusement. Tant mieux pour nous. Nous, on a ouvert Grand Temps Crypto sur Odyssée. On a, je sais pas, Richard, on doit avoir 57 abonnés. Oui, mais bien sûr. Parce qu'on a beaucoup de mal, du coup, à tirer les gens vers une autre plateforme. Évidemment. Donc... Mais en même temps, ce dont tout le monde parle, quand les mêmes gens qui disent « Ouais, mais Bitcoin ont mal, et puis ça va pas, et puis c'est pas programmable, et puis tout ça », c'est les mêmes gens qui disent « Il faut faire des procès antitrust aux GAFA, les GAFA, c'est trop gros », et puis après, c'est les mêmes qui viennent vous dire, à vous et à nous, hein, à tout le monde, on va faire le Web 3. C'est quoi le Web 3 ? C'est un web décentralisé pour aller justement à l'encontre du Web 2 qui était les GAFA. Super. C'est qui est en charge ? Alors c'est moi, mon pote, et puis une boîte de venture capitaliste de la Silicon Valley. Et puis tout ça, on va mettre sur une blockchain où il y a 4 acteurs qui sécurisent le réseau. Hein. 4 acteurs qui ont 85% du réseau. Et puis à chaque fois qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a toujours des problèmes, dans les réseaux, dans les discussions, il y en a un qui dit excusez-moi, vous pouvez arrêter tout parce qu'on arrête et puis finalement le truc est en panne. Et il tourne sur AWS qui lui-même fait partie des GAFA. C'est pas ça la décentralisation, c'est pas ça le projet. Si demain je veux faire un nouveau YouTube, je l'appelle YouTubeX, et puis au lieu d'avoir un logo rouge, j'ai un logo vert, ça va rien changer. C'est pas ça la révolution du truc. La révolution du truc, c'est de dire, il y avait un moment, les gens qui pouvaient lire, c'était uniquement les nobles et les riches, et les livres étaient écrits à la main. Et maintenant, le peuple peut lire, donc transformer des informations, et on se retrouve avec la Réformation, Luther qui débarque à Genève, ça part en vrille dans tous les sens, et fast forward, il y a YouTube. Tout à fait. C'est ça la révolution du machin. Alors maintenant, on veut faire une fondation, on veut construire une maison. Moi, j'aimerais bien que ma maison, ça soit un building de l'Empire State Building, puis qu'il soit fait tout en bois, en bambou, puis que ça soit cool, avec des LED. Le problème, c'est que cette hauteur-là, ça ne fonctionne pas avec cette base-là. Donc il va falloir à un moment mettre du métal, il va falloir à un moment mettre une base concrète en solide. Alors ça peut être du béton, ça peut être de la pierre, ça peut être n'importe quoi. Le problème, c'est, encore une fois, on veut aller vite. Et puis pourquoi est-ce qu'on veut aller vite ? Et là, on met le doigt sur le problème. Pourquoi est-ce qu'on veut aller vite ? Parce que Madame Michu, on va la voir et on lui dit, regardez, Bitcoin, ça a déjà fait fois 100 000. Vous voulez gagner de l'argent, vite fait, bien fait. Tac, vous voulez faire un petit x10. Et puis, c'est l'histoire de toutes les ICO, c'est l'histoire de tous les NFT, avec toutes les fraudes. Et les fraudes dans les NFT, il y en a... Oui, des milliers et des milliers, tout à fait. Est-ce que c'est pas 99% de fraude ? Allez savoir, mais de toute façon, on sait que ça va partir en vrille. Mais la base, ça fait que 12 ans que ça existe. Faut laisser le temps, c'est un truc qui va tout révolutionner. Donc, qui est en train déjà de tout révolutionner, parce que ça révolutionne, comme on disait, le fait que les gens commencent à se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que les légumes, ça coûte trop cher, et puis les trucs qui sont faits à base de maïs, ça coûte pas cher. Ah, les subventions, mais il vient d'où cet argent ? Mais c'est l'argent des taxes. Mais non, c'est pas l'argent des taxes, parce qu'en fait, l'argent, il est mis... Mais alors, c'est quoi la dette, etc., etc., etc. Et c'est là où, en fait, ça devient un truc qui est non seulement politique à l'échelle planétaire, mais c'est aussi politique à l'échelle gestion des humains. Donc, pourquoi est-ce que Madame Michu, elle achète la dernière ICO et le dernier NFT ? Parce que c'est cool, parce qu'elle a envie d'acheter de mettre de l'argent pour en avoir plus à la fin. Et c'est ça qui fait que les gens veulent aller plus vite. Mais moi, si j'ai envie de construire un immeuble, j'ai pas envie d'aller plus vite, j'ai envie qu'il tienne. J'ai surtout envie qu'il tienne. J'ai envie de construire un immeuble que dans 20 ans, il va pas s'écrouler parce qu'il y a tout qui s'effrite. Mais ce côté, du coup, prise de risque, parce que certes, il y a un fort niveau de spéculation dans tous ces projets, dans les 17 cryptos, voire dans les 17 000 cryptos dont tu parlais. Il y a énormément de gens, et voilà, moi, les personnes autour de moi, clairement, quand j'ai mes potes qui me parlent du jeton XYZ,
savent, enfin, ils y connaissent rien, en gros, et puis ils savent juste que éventuellement ça va pouvoir faire x10. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire qu'on attend sur Bitcoin? Ça veut dire que non, c'est super ce qui se passe. Ok, bon, du coup, d'un point de vue Darwin, c'est super. C'est normal. Il faut qu'il y ait cette espèce d'équilibre. Il faut qu'il y ait je sais pas ce qu'il y a comme animal, des dodos dans le monde. C'est malheureux pour le dodo, mais c'est super important. Il faut qu'il y ait des virus dans le monde. S'il n'y avait pas de virus, on ne sait pas comment serait la planète, on ne serait pas comment nous on serait. Donc c'est important qu'il y ait toutes ces choses-là. C'est important qu'il y ait des serpents. Régulièrement, il y a des gens qui veulent essayer de résoudre tout en se disant, on va prendre, par exemple, on va enlever tous les oiseaux, on va enlever tous les cafards, comme ça ira mieux. Et puis en fait, c'est des catastrophes écologiques. Donc on sait que c'est important qu'il y ait cet équilibre-là. Donc l'équilibre, il est là. Ça, il n'y a aucun doute. Et Bitcoin, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un problème de quelque chose, au lieu de juste tenir bon, c'est un peu le chêne et le roseau, il se reconstruit, il cicatrise et il devient antifragile. Donc non, c'est une super chose. La question d'origine, il y a 5 ans en arrière, c'était qui c'est qui va souffrir? Qui c'est qui va souffrir? C'est celui qui va acheter pour faire x10 et qui va pas réussir à le revendre. C'est ça, hein, c'est tout bête. Mais il y en a plein comme ça qui vont péter leurs dents et puis qui vont dire « Ah, mais c'est un truc, de toute façon, je déteste. Et puis, moi, on m'a pris une fois, on m'y reprendra pas une deuxième fois. » Et puis, à un moment, ils utiliseront Bitcoin comme ils utilisent Internet aujourd'hui sans même s'en rendre compte. Parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui, ils ont sur leur téléphone, ils sont sur Facebook. Quand ils ont fini avec Facebook, ils sont sur WhatsApp. Quand ils ont fini avec WhatsApp, ils sont sur Instagram. Puis on leur dit, vous utilisez beaucoup Internet? Pas trop, peut-être une heure par semaine. Parce qu'ils pensent qu'aller sur le web, chercher quelque chose de spécifique sur Google, c'est Internet. Mais tout ce qu'ils ont fait avant, puis après on leur dit, mais vous utilisez beaucoup Facebook? Peut-être, je sais pas, une demi-heure par jour. Ouais, mais Instagram, c'est Facebook. Ah ouais. Puis WhatsApp, c'est Facebook. Ah ouais. Et après, si on leur demande, est-ce que vous utilisez beaucoup Amazon? Moi, je n'utilise pas Amazon. Mais vous savez que tout ce que vous utilisez, toutes vos apps, elles tournent sur AWS? C'est quoi AWS? C'est Amazon. Vous savez que le type qui est super riche, il est super riche avec vous, en fait. Super. Et c'est ça, c'est pas grave. La question que je te posais au départ, c'est est-ce que du coup l'écosystème Bitcoin et crypto évolue dans le bon sens? C'est que c'est frustrant parfois de voir qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs. Par exemple, que les novices laissent leur crypto en grande partie sur les plateformes, qu'ils n'utilisent pas leur propre wallet, ils ne comprennent même pas au final ce que c'est qu'une clé privée. Et tu as l'impression que c'est un cercle vicieux et que les gens vont toujours... En tout cas, beaucoup de personnes préféreront la sécurité à la liberté. Enfin, tu vois, ce dilemme, et c'est là où je veux t'emmener, c'est comment réussir du coup à convaincre les gens que en fait, la vraie révolution, comme tu disais, c'était la souveraineté individuelle, c'est la confidentialité, c'est la liberté, parce que c'est incensurable. Et qu'il n'y ait pas Madame Michu qui dit tu m'emmerdes avec toutes tes bêtises, moi ce que je veux en fait c'est dormir tranquille. Si elle me dit m'emmerde, elle me dit connerie. Voilà. Mais tu vois, oui, tu vois ce que je veux dire? Alors là on est dans un autre niveau, on est déjà un peu plus loin à mon avis. Quand on parle de ça, en général, ce que j'essaie d'expliquer alors je vais dire à mes proches, parce qu'on a déjà atteint un certain niveau, c'est que c'est pas comment dire, c'est pas un choix obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le choix de cette souveraineté. C'est-à-dire que si on n'a pas le choix de cette souveraineté, si on est obligé, par exemple, on est obligé d'avoir de l'argent à la banque pour pouvoir faire une carte de crédit, pour pouvoir faire une carte de débit, pour pouvoir faire un versement, pour pouvoir payer quelqu'un à l'étranger, pour pouvoir recevoir son salaire, pour pouvoir faire un dépôt de garantie pour faire une location d'un immeuble, enfin d'un appartement. Donc on est obligé. Si on est interdit bancaire, ça devient très très compliqué. Ça, on n'a pas le choix. C'est comme ça. Ça, c'est le système. En revanche, si on a la possibilité d'avoir maintenant un certain niveau de confort, peut-être à 50%, et puis un certain niveau de souveraineté à 50%, ça permet en fait de reprendre le contrôle de ce choix et ensuite d'avoir un peu plus de recul par rapport à ce qui est disponible. Alors, ça ne va pas changer qu'il y a des gens qui sont très flemmards, il y a des gens qui refusent d'apprendre parce que ça ne les intéresse pas, et puis il y a des gens comme, je vais prendre un exemple, mes parents, ils s'approchent tranquillement d'avoir 80 ans,
ils savent très bien que s'ils reçoivent un email qui dit « Bonjour, bonjour du Nigeria, je suis un prince, j'ai beaucoup d'argent », ils savent qu'ils le mettent à la poubelle. Ah, ok, c'est pas mal déjà. Je pensais que la chute de l'histoire, c'était cliquer. Non, justement. L'idée, c'est qu'ils ont appris ça. Alors, c'est venu petit à petit. Moi, je le savais avant eux. Et puis, il a fallu que je les éduque de leur dire, vous savez, c'est pas le Nigeria le problème. S'il vous dit qu'il vient d'un autre pays, mais c'est un prince et il veut votre compte en banque, c'est la même chose. Ah, non, mais nous, on pensait que c'était que le Nigeria. Ah, ok. Puis après, il me disait, mais si c'est pas un prince, mais c'est un avocat. Bon, bah, au bout d'un moment, il y a cette expérience qui rentre, et puis aujourd'hui, ils savent. Bon, c'est pas la fin du monde, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a 12 ans, il le sait parce qu'il est né dedans. Alors, on est un peu dans cette même logique où, jusqu'à il n'y a pas longtemps, la manière sage d'opérer, c'était d'avoir son argent à la banque, de mettre de l'argent de côté et de le mettre sur un compte d'épargne. Et puis, c'était comme ça c'est comme ça que j'ai été élevé. Et je suis vieux, mais je ne suis pas si vieux que ça. Et puis aujourd'hui, on nous dit, les francs suisses, taux d'intérêt négatif. Si vous avez des taux d'intérêt positifs, de toute façon, c'est une rigolade. En France, en Europe en l'occurrence, zone euro, les taux d'intérêt négatifs, ils arrivent officiellement, ils ont été annoncés en 2022 au lieu de 2023. Donc ils vont arriver plus vite. Et puis, le livret A en France, c'est quoi, 0,5% d'intérêt? Je crois qu'il a été monté à 0,7. Là. Ah, mais c'est extraordinaire. Ils nous disent, d'un côté, vous avez une inflation à 12% et demi. Officielle. Officielle. Mais en même temps, si vous mettez l'argent à la banque, comme on vous l'a toujours dit, et en l'occurrence, de nouveau, on retombe dans le terrier du lapin. Mais pourquoi est-ce qu'on le met à la banque? Qu'est-ce que la banque fait avec? Ah, mais en fait, elle peut imprimer de l'argent à volonté. Blibla, blibla. Finalement, ces gens-là, ils disent, d'accord, mais c'est quoi mon choix? Et en fait, là, maintenant, on est dans une période où on recommence à prendre le fait d'avoir un choix, qui n'est pas forcément le choix du paysan du 19e siècle qui avait un louis d'or sous son matelas. Ça peut être un autre choix. Ça peut être le fait, comme on disait, qu'avec une app, on peut acheter des actions. Et donc, ce n'est pas forcément de la spéculation, ce n'est pas forcément de l'investissement, mais c'est essayer d'éviter d'avoir c'est son épargne qui font. Alors, petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place comme ça. Les gens réalisent, quoi. Les gens réalisent les problèmes. Les gens ont la possibilité de réaliser. En ça, c'est positif. En tout cas, quand tu vois le prix de l'essence, l'inflation, ça, c'est des choses concrètes. Là, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui t'explique, par exemple, l'intérêt. C'est pour ça que dans un certain nombre de pays, alors il faut expliquer. Oui, il faut expliquer, mais dans le sens où... une chose très importante, c'est que les gens pensent que c'est l'essence qui monte, alors que c'est la monnaie qui descend. Mais dans le sens où tu expliques, et c'est pour ça que la pénétration de Bitcoin au Nigeria, au Liban, en Turquie et dans tous ces pays... Ah bah oui, ils comprennent très vite. Exactement. Ils ont compris que c'est la troisième fois qu'ils ont perdu leur argent sur leur compte en banque. Ils savent... la main sur la plaque, ils l'ont mise. C'est-à-dire qu'ils comprennent ce que c'est que la douleur. Et puis ils se sont même déjà entraînés, puisque dans beaucoup d'endroits comme ça, il y a un marché noir du dollar, où en fait les gens se disent, le dollar... c'est pas ma monnaie, c'est pas ce que je veux, mais je sais que si je le mets dans le dollar, ça reste. Alors que si je le garde dans ma monnaie, il faut que je dépense d'ici ce soir ou d'ici demain maximum. Donc ils ont déjà cette expérience-là, c'est déjà dans leur culture, et puis forcément maintenant on commence à leur dire, vous avez autre chose qui en plus est dématérialisé, c'est plus pratique, il n'y a pas besoin d'aller chez Western Union avec 1 heure de bus, et puis quand on revient on se fait dévaliser. C'est une évidence pour eux. Donc c'est super logique, mais c'est un peu la même évolution que le téléphone portable par rapport au téléphone filaire. Il y a des endroits où on a eu cette évolution une époque après l'autre. En France, il y avait une époque, il y avait les bebop, c'était une absurdité totale. Le Minitel, c'était extraordinaire, mais a posteriori, c'était une absurdité totale de rester aussi longtemps dessus, etc. Dans certains pays d'Afrique, les types, ils se sont dit, on va pas commencer à tirer des câbles si c'est pour les remplacer par des antennes dans 10 ans. On met directement les antennes, ça nous coûte moins cher. Donc on a maintenant cette logique, et le Salvador est très intéressant par rapport à ça, parce que là où Bukele fait quelque chose que d'autres gens n'ont pas encore compris, même chez nous, en l'occurrence, on parlait de Zemmour, etc., le discours chez nous sur l'énergie, il a toujours pas décollé. On continue à dire, ouais, mais Bitcoin, ça pollue. Pourquoi ça pollue? Parce que ça consomme de l'énergie. Mais consommer de l'énergie et polluer, c'est pas la même chose. Donc voilà, il y a des choses comme ça, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un oignon, il y a plusieurs couches, mais le fait qu'on commence à entamer un petit peu, ça permet de poser plein de questions. Même si les réponses sont mauvaises, ça permet qu'au moins les gens se posent des questions.
Il y a un côté un peu petit prince comme ça. Et du coup, tu parlais du Salvador, mais là, il y a un autre pays important qui est en train de bouger de manière relativement rapide sur Bitcoin, c'est la Russie. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu vois la situation et l'impact que ça pourrait avoir? Parce que là, c'est pas le Salvador, même si c'est incroyable le move du Salvador. Là, on parle de la Russie, une des plus grosses puissances mondiales. Et il semblerait que ces dirigeants, eux, aient bien réalisé la puissance que la technologie pourrait avoir sur leur pays dans les prochaines années. Par exemple, en boycottant le réseau SWIFT ou en se positionnant assez tôt sur la thésaurisation du Bitcoin dans leurs réserves. Moi, je mettrais ma main à couper que c'est déjà le cas, qu'ils sont déjà en train de le faire. Mais toi, comment tu vois ça? Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais, évident, et les implications futures de ce move de la Russie? Comme on disait, est-ce qu'il pourrait avoir une connotation encore négative parce que maintenant, de nouveau, c'est les technologies utilisées par les dictateurs du monde entier? Si aujourd'hui, j'avais un système d'email où j'avais mes emails et puis il était encrypté, etc. Et puis on me disait, il est protégé par l'armée suisse. Je dirais, c'est plutôt pas mal. L'armée suisse, ils ont les moyens. Après, on me dit, c'est protégé par l'armée suisse et aussi l'armée du Luxembourg. Je dis, bon, big deal. Là, aujourd'hui, on me dit, il y a les États-Unis, la Suisse et la Russie qui le protègent. Moi, je dis, bah, de mieux en mieux, c'est génial. Donc, aujourd'hui, la Russie, l'utilisation qu'elle va en faire ou pas en faire, elle est à un niveau géopolitique qui nous touche pas en tant qu'individu. Par contre, ce qui est vachement intéressant, c'est que ça remet en question de manière assez rigolote le pétrodollar, puisque jusqu'à présent, ils étaient en train de dire « et si on commençait à vendre nos ressources, entre autres à la Chine, mais sans passer par le dollar ?» Puis ils tentaient un petit peu comme ça, ils allaient un peu taper sur la grille, ils taquinaient, etc. Et puis, bon, bah, en même temps, Poutine, c'est pas Kadhafi, donc en théorie, chez lui, il est safe, quoi, il est tranquille. Mais ils ont commencé à faire ce genre de trucs, mais ils sont pas bêtes. Ils ont pas dit à la Chine, vous nous payez en yuan. Ils ont dit à la Chine, vous nous payez en euros. Parce que, encore une fois, on a envie d'avoir quand même cette espèce de protection d'un tiers. D'une neutralité, en fait. Neutralité, de la devise, voilà. Ouais. Parce que s'ils disent, vous nous payez en yuan, mais c'est vous qui les imprimez, bah, big deal, quoi. Et après, derrière, ils ont des yuan, ils font quoi avec? Ça a été dévalué complètement. Bon. Alors là, ils disent, OK, vous nous payez en euros. Mais en même temps, ils disent, mais le problème avec l'euro, c'est que potentiellement, si les États-Unis font pression sur l'Europe, ben, la BCE, elle risque de ne pas être contente non plus. Puis en plus, on voit que l'euro, il part en sucette aussi. Ils disent, ben, alors pourquoi est-ce qu'on n'accepterait pas des bitcoins? Mais alors pour ça, il faut que la réglementation, elle fonctionne par rapport au fait qu'on peut se payer en bitcoin. Parce que, on dit Poutine, mais on s'en fout, c'est les gens qui sont en charge, ils sont pas bêtes. Ils vont faire un max de thunes. Eux, leur but, c'est pas de sauver des vies dans le Sahel, hein, c'est de s'enrichir personnellement. Donc, ils vont pouvoir vendre les choses, ils vont pouvoir récupérer du bitcoin. Après, derrière, il faut que la loi, elle suive pour pas qu'ils se fassent manger par des taxes et des choses. Donc, on en revient toujours au fait que bitcoin, c'est la monnaie des ennemis. Et puis que c'est quelque chose qui est tellement apolitique que ça en devient politique ou inversement. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envie de faire beaucoup d'argent. Et ce quelqu'un est en train de se dire, si je me tire une balle dans le pied, ou si je tire une balle dans le pied de quelqu'un, je me tire une balle dans le pied à moi. Mais en même temps, si je me tire pas une balle dans le pied, j'offre mes ressources de sécurité, de puissance, pour protéger tout le réseau. Ce qui est intéressant avec l'open source, et ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que si aujourd'hui je trouve une faille qui me permet de créer des bitcoins à volonté, et que je le fais, mes bitcoins ne valent plus rien. Ça qui est incroyable, c'est un nuage de fumée, Bitcoin. Oui. Tu peux essayer de le saisir, mais en fait, il va passer à travers tes doigts. Il n'y a aucun intérêt à essayer d'effectuer ce genre d'attaque. Et si je trouvais un moyen de faire ce genre d'attaque, je vais aider à consolider encore plus, parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, ça va nous permettre justement d'adresser d'autres choses, etc. Donc aujourd'hui, le fait que la Russie le fasse, la Russie, c'est pas la Corée du Nord. Il y a quand même Macron qui va dire bonjour, etc. Donc on n'est pas au même niveau. Mais on va dire, ouais, mais ils sont pas bien. Mais en 2011, ceux qui étaient pas bien, c'était les trafiquants de drogue. Aujourd'hui, c'est la Russie. Il y a une sacrée évolution quand même. Donc on joue dans la cour des grands maintenant.
Alors maintenant, est-ce que ça serait mieux si la Suisse avait la moitié de ses réserves en Bitcoin? Raconte-nous. Ça serait encore mieux, parce qu'on pourrait dire, ah ben voilà, regardez maintenant, c'est des gens bien, ils font les choses bien, mais ils ne le feront pas tout seuls, ils ne le feront pas en premier. Et puis, il a fallu passer par le Salvador, aujourd'hui par la Russie, et puis par la suite, il y a des choses comme ça qui vont évoluer. Alors, pourquoi est-ce que la Suisse, ça serait bien? Parce que c'est le terreau parfait. Enfin, moi, en fait, oui, bien sûr. Je vois ce pays qui est, au final, décentralisé. Mm-hmm. C'est un pays acéphale. C'est un petit clin d'œil au livre de Jacques Favier et Adi Takalbataille, La monnaie acéphale. Et en fait, la Suisse, c'est un pays acéphale. Mm-hmm. C'est-à-dire avec 26 cantons, moins de 10 millions d'habitants. Et vous n'avez pas de tête. Enfin, il n'y a pas de tête. Une démocratie directe, personne ne connaît qui est le président. Bitcoin est fait pour la Bien Suisse, sûr. la Suisse est fait pour le Bitcoin, quoi. Ben, c'est pour ça qu'à l'époque, la Suisse était connue pour son or, ses banques, sa neutralité, parce que c'est logique, en fait. Parce qu'on n'a pas autre chose à vendre. Bon, un peu de tourisme, et puis un peu de pharma. Du chocolat. Puis un peu de choco. Et vos montres sont belles aussi. Voilà. mais en vrai, c'est pas ça qu'on va apporter. On n'a pas de conquistador, on n'a pas l'armée la plus grande du monde qui va sauver la moitié de la planète, on n'a pas de pétrole, etc. Mais par contre, ce qu'on peut amener, c'est justement cette stabilité, cette neutralité, quelque chose qui est pérenne, qui fonctionne bien, sur lequel les autres peuvent venir se mettre. Si en 1944, à la place de faire le dollar, ils avaient fait le franc suisse comme monnaie de réserve globale, le monde serait complètement différent aujourd'hui. Parce que forcément, on n'a pas le même cheminement de réflexion, de mise en application de cette réflexion, etc. Alors aujourd'hui, Bitcoin, en soi, c'est comme l'or, c'est comme des actions des GAFA, c'est comme n'importe quoi. C'est quelque chose qui a une certaine valeur. Cette valeur, elle monte et elle descend. Il y a plein de choses qui montent et qui descendent. C'est pas ça vraiment son problème. Ce qui pose problème, c'est de comprendre comment ça marche. Parce que, donne-moi un Bitcoin. Ben voilà, j'ai ouvert mon portefeuille, je l'ai pas. Ok, alors on va mettre un Bitcoin dans un coffre. Alors on met une clé privée écrite sur un bout de papier, on le met dans un coffre. Manque de bol, j'ai noté la clé privée ou j'ai fait une photo. Je peux vider le coffre sans passer par les murs et la porte blindée. Donc aujourd'hui, les banques et la Banque centrale, ils ne comprennent pas, même s'ils disent, on en parle beaucoup, etc., mais il y a surtout beaucoup de discussions sur les monnaies numériques de banque centrale, etc., et quel impact ça va avoir avec l'Europe, les États-Unis, la Chine, etc. Mais aujourd'hui, ils ne comprennent pas quelle est la vraie valeur et quel est le potentiel, et comment ça fonctionne, et comment est-ce qu'on vérifie une transaction. C'est-à-dire qu'ils vont nous dire, d'accord, on va faire ça, mais après on va leur dire, mais comment vous savez que vos bitcoins, c'est vraiment des bitcoins ? Ils sont sur la blockchain. Comment vous savez que cette blockchain, c'est bien la blockchain que tout le monde utilise? Et comment vous savez que cette blockchain ne va pas être court-circuitée et forquée avec une bifurcation par un autre pays, par une banque, par Roger Ver, par n'importe qui? Alors, aujourd'hui, ils n'ont pas cette réflexion-là parce qu'ils ne sont pas confrontés à ça. À partir du moment où on a, on va dire, un bitcoin ou 1 euro en bitcoin, on commence à se poser des questions. On est obligé de se poser des questions parce que on l'a. C'est comme si d'un seul coup, on a une étiquette Panini. On se dit d'accord, mais je fais quoi? Je la colle dans l'album, je la garde. Est-ce que ça a plus de valeur? Est-ce que ça a moins de valeur? Est-ce que je peux l'échanger? Mais tant qu'on n'était pas confronté à ça, on regarde ça avec beaucoup de recul. Et en fait, nous, ce qu'on essaie de faire au sein d'un groupe qui est en train de monter un autre groupe spécifiquement dédié à ça. Donc, ça s'appelle 2B4CH, c'est voilà, ça? Alors 2B4CH, c'est un think tank qui permet justement de réfléchir, d'aider, de poser les bonnes questions, etc. Et puis, on parle avec plein de gens. Mais en parallèle à ça, on est en train de monter une initiative populaire, c'est-à-dire le fait de récolter des signatures auprès des gens, comment on appelle ça? Le peuple. Du peuple, voilà. Comment s'appelle-t-il? Non, mais il y a un terme, des électeurs, quoi. Ouais, les citoyens. Des citoyens. De récupérer comme ça 100 000 signatures. Et puis, si on récupère 100 000 signatures, le système suisse fait que c'est obligé de passer en votation. Et ce qui est incroyable. Ce qui est extraordinaire. C'est que du coup, n'importe qui peut prendre l'initiative de proposer un projet de loi à la Suisse. Oui, c'est ça, à la Suisse. À la Suisse. Va être... Oui, c'est ça va être à la Suisse. Après, on peut faire des choses au niveau cantonal, mais là, en l'occurrence, on s'adresse directement à
au La papier. Confédération Non, à la Constitution. Ouais. Donc, bon, c'est quand même assez fédéral, au niveau fédéral. Et puis, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on ait une vraie discussion au niveau de la Banque centrale et pas au niveau des cantons, etc. C'est plus facile de discuter avec les cantons et les communes. Ouais. C'est beaucoup plus difficile de discuter avec des gens qui doivent prendre des décisions qui vont engager tout le pays, en fait. Et donc, en quoi consiste l'initiative? Alors, qu'est-ce que vous essayez de faire? Dans l'initiative, l'article 99 dit que la BNS doit avoir une partie de ses réserves. Enfin, elle dit ce que la BNS doit faire, la Banque nationale suisse donc, et elle dit que, à l'article 3, qu'une partie des réserves doit être en or. Sans mentionner combien, sans mentionner de proportion, sans mentionner de montant. Il y a eu des discussions dans le passé de pourcentage, etc. Mais bon, pour l'instant, il faut qu'il y ait au moins un peu d'or. Voilà, ça c'est la loi. Et nous, ce qu'on aimerait rajouter pour avoir cette discussion, pour avoir ce débat, pour ouvrir une vraie discussion qui n'est pas juste... sur les poncifs habituels. Voilà, j'ai lu sur un blog que... j'y comprends rien, mais je suis contre parce que à cause de la Corée du Nord. Nous, ce qu'on veut juste, c'est rajouter et Bitcoin. Voilà. Pour obliger, en fait, disons pas pour obliger, pour inciter. Ouais, pour inciter, pour tordre un petit peu le bras à la Banque nationale suisse et donc aux gens qui la gouvernent et qui la gèrent plutôt bien, faut dire ce qui est, de se poser les bonnes questions et de ne pas être complètement en retard une fois qu'il y a tout le monde qui... Enfin, en l'occurrence, on disait la Russie qui va dire « Ah, mais au fait, on avait oublié de vous dire, mais on a thésaurisé tant. » Puis les États-Unis qui disent « Ah, mais on n'était pas obligé de le dire, mais maintenant qu'on est obligé de le dire, on a thésaurisé tant, etc. etc. » On n'a pas envie que la Suisse se trouve dans une situation où, à un moment, elles disent « Bon, bah, maintenant, c'est même plus le faux mot. Maintenant, on n'a pas le choix, quoi. » Et en fait, l'idée de ça, c'est surtout de se rendre compte que dans les réserves qui font la stabilité du franc suisse, qui font que moi, aujourd'hui, j'ai pas une inflation à double ou à triple chiffre. Il y a dans les réserves de la BNS une quantité non négligeable d'actions des GAFA et d'actions sur la place de marché américaine. En l'occurrence, Tesla, qui a ses réserves monétaires, sa trésorerie en Bitcoin, en tout cas une grosse partie. Donc la boucle, enfin le serpent se mord la queue, ça devient très très compliqué. Mais en fait, on se rend compte que d'un point de vue souveraineté nationale, d'un point de vue neutralité, on est en partie à la merci de l'Europe, en partie à la merci des États-Unis, qui eux impriment leur monnaie comme ils veulent. Et donc la stabilité de notre écosystème qui est relativement fragile et qui est relativement petit, donc en cas de vague, les petits bateaux ils trinquent, est directement lié aux États-Unis et à l'Europe. Et donc au dollar et à l'euro. Et ça, en l'occurrence, ça devient un sujet de débat assez intéressant parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte, en fait. Les gens dans la rue, si on leur pose pas la question, si eux ne se posent pas la question, naturellement, on pense que, en fait, il y a des grands coffres avec plein de lingots d'or et puis un billet de banque en circulation, c'est l'équivalent en or dans les coffres de la Banque nationale. Et puis, il y a une certaine quantité de billets de banque. Et puis, quand j'amène un billet de banque à la banque et qu'il est sur mon compte, on le met dans un petit tiroir. Et puis, il y a mon nom. Et puis, c'est comme ça que ça fonctionne. Quand je veux le récupérer, je reviens parce que c'est du 1 pour 1. Tout le monde le sait. Ça a très, très bien marché en 2008. Ça a très, très bien marché en 29. Ça a très, très bien marché en 87. On sait que les bank runs, ça n'existe pas. Demandez aux Chypriotes, ouais. Si on demander aux Chypriotes, demander aux Grecs aussi. Ou aux Turcs récemment. Demander aux Turcs. Ouais, mais les Turcs, ça fait pas partie de la zone euro. C'est pas. Voilà. Alors on va dire. Ouais, mais c'est vrai que ça se rapproche quand on voit géographiquement les bank runs. Si tu fais la carte sur une timeline, les bank runs se rapprochent au fur et à mesure de nos pays. Et le truc, c'est que le bank run, c'est ce qui remet la question au milieu de l'église. Je crée des nouvelles expressions, j'espère que vous allez les réutiliser. Le bank run, c'est le fait qu'on commence à dire il n'y a pas autant d'argent en circulation que d'argent réel. Ça, c'est un concept, la plupart des gens, ils ne savent pas. C'est normal. On n'est pas tous financiers, on n'est pas tous historiens, c'est normal. Mais quand on commence à dire aux gens, mais est-ce que vous savez que s'il y a 20% des gens qui vont à la banque, qui veulent récupérer leur argent en cash,
ben, c'est la cata, et puis potentiellement, c'est la crise, il y a des gens qui se tirent dessus dans les rues. Alors là, effectivement, on commence à se dire, on est dans un système de confiance, on est dans un système de convention, et en fait, toute la monnaie, c'est une convention, toute la monnaie, c'est une espèce de nébuleuse. Un système de confiance. C'est un système de confiance, c'est un contrat, puis ça fonctionne bien tant que ça fonctionne bien, mais on n'est pas à l'abri que ça fonctionne mal, parce que l'humain reste l'humain, parce que l'humain d'un autre pays, ben, malheureusement, il a ses propres intérêts, et puis il peut avoir aussi comme ça une influence sur notre propre pays. Ça s'adresse aussi à la France, hein. Enfin, c'est vraiment... Et en fait, c'est là où on commence à se dire, Bitcoin, ce qui est très intéressant, c'est qu'on remet... En fait, on change le point de vue. On ouvre une nouvelle perspective. Donc avant, on était en 2D, puis maintenant, on est en 3D. Puis à partir du moment où on est en 3D, on commence à voir les choses complètement différemment. Et puis c'est là où on se dit, mais en fait, peut-être que ça vaudrait la peine que je puisse faire ceci, peut-être que ça vaudrait la peine que j'ai le choix d'avoir l'opportunité de faire cela. Et c'est là où, effectivement, il n'y a aucune autre crypto, pour en revenir à la question d'il y a 10 000 ans en arrière, il n'y a aucune autre crypto qui peut proposer ça, parce que toutes les autres cryptos sont des startups. Tout à fait d'accord. Sur la monnaie, il n'y a pas de débat. Sont des startups avec un software. Mais ce qui va permettre d'avoir une blockchain qui est ultra solide, sur laquelle on va pouvoir construire des smart contracts, tout ce qu'on veut, des choses de fou furieux avec du cadastre, voilà. C'est le fait que cette monnaie en tout cas, que la structure de base soit stable. Non, l'inverse. C'est le fait que cette monnaie est ce qui a de la valeur pour les gens à protéger. Et c'est cette monnaie qui va faire qu'ils vont vouloir protéger... C'est un cercle vertueux. Exactement. Parce que la sécurité amène la valeur et la valeur apporte la sécurité. Donc ça fait une boucle. Et en fait, ce que j'essaie d'expliquer aux gens quand on est encore une étape plus loin, c'est que oui, la blockchain, mais ce n'est pas la blockchain, pas Bitcoin, ce n'est pas la blockchain pour la blockchain, c'est la blockchain de Bitcoin. Une fois que Bitcoin commence à devenir le point central de réflexion des États et des trafiquants de drogue et de tout ce qu'on veut, et de Madame Michu, à partir de ce moment-là, cette blockchain devient invulnérable et on peut construire dessus ce qu'on veut. C'est ça, on disait l'argent c'est de la confiance. Au final, Bitcoin c'est de la confiance cristallisée par des mathématiques. Donc... Avec un incentive. Ouais. Parce que si on dit aux gens, il y avait une époque, quand j'étais jeune, on pouvait faire tourner son ordinateur pour faire marcher des choses qui étaient distribuées. Donc, soit de la recherche génétique, soit des sons qui venaient de l'espace. Il y avait SETI Online, il y avait SETI at Home, Fold at Home, etc. Donc, on faisait tourner son ordinateur quand on ne l'utilisait pas. Et puis, ça utilisait un peu cette... Mais c'était un truc... Il y avait 3 geeks qui le faisaient parce que c'était rigolo et ça n'amenait absolument rien. À partir du moment où on dit à ces gens-là, si vous avez un ordinateur et que vous avez toutes vos économies dessus, vous le laissez juste tourner parce qu'il faut que ça protège vos économies, d'un seul coup, les gens vont faire très, très, très attention. Et peut-être qu'ils vont acheter 2 ordinateurs, peut-être qu'ils vont arrêter de cliquer sur des trucs avec des virus parce qu'ils se disent, quand même, mon ordinateur, il a toute ma fortune dessus, donc je vais faire gaffe, etc. Et on prend comme ça une autre approche. Ouais. Et en fait, c'est l'argent qui consolide et qui renforce le réseau informatique. Et donc, du coup, on en est où de cette initiative aujourd'hui Alors, aujourd'hui, ça s'est fait par... Est-ce que la Suisse va bientôt mettre du Bitcoin dans ses réserves? Alors, ça, c'est le titre de la vignette, hein, vous le savez, ça arrive, voilà. C'est possible que ça soit avant... Non. Non, avant la fin de l'année. Alors, le truc, c'est que comme c'est très, très, très politique, j'ai parlé avec des gens en essayant d'avoir un peu leur appui pour avoir un peu d'aide. Et ils m'ont dit, c'est trop agressif. C'est pas dans l'esprit de Bitcoin, c'est pas dans l'esprit des cypherpunks, c'est trop agressif. On attaque tout de suite en disant, on va faire passer une loi. Et puis, est-ce que les citoyens sont prêts? Et puis. Donc, l'idée maintenant, c'est de faire un truc qui est en plusieurs étapes. La première étape est quelque chose qui va se passer fin avril, qui est que la Banque nationale suisse a son assemblée générale des actionnaires
et que s'il y a un certain nombre d'actionnaires qui proposent un point à discuter dans l'agenda, ce point est discuté. Donc, l'association Bitcoin, c'est quoi? Bitcoin Suisse Association, qui est à Zug, mais qui n'est pas la même chose que l'entreprise Bitcoin Suisse. Ils ont organisé d'avoir justement des gens, dont je fais partie, qui sont maintenant officiellement des actionnaires de la BNS, pour pouvoir proposer cette chose-là, pour pouvoir avoir une discussion. Et ça va permettre comme ça d'y aller tranquillement, de pouvoir proposer aux gens, pour pas les mettre directement devant le fait accompli, pour pas avoir un chien enragé qui est acculé dans un coin et donc qui mord. Maintenant, on sait qu'il n'y aura absolument aucun... il n'y aura rien. Il n'y aura pas de miracle. Il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de prise de décision, il n'y aura pas de promesse. Et même s'il y avait, c'est non-binding. Donc, de toute façon, même si... ça ne les engagera en rien. Ouais. Ça ne les engage pas d'un point de vue légal. Voilà. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir dire, regardez, on a discuté de cette chose-là. Donc, le fait qu'on en ait discuté, est-ce que vous avez envie de porter cette discussion à la prochaine étape, de pouvoir mieux discuter de ça, plus en détail, de voir qu'est-ce qui pourrait être... Voilà. Donc nous, ce qu'on essaie de faire maintenant, avec cet autre groupe que je suis en train de monter, puisque c'est très procédurier, il faut organiser les choses correctement pour que ça puisse être ensuite accepté et passé en votation. L'idée, c'est que justement, cet autre groupe devient le groupe qui fait un peu la deuxième lame, et qui vient et qui dit, regardez, il y a eu cette discussion, on en est où ? Pourquoi? Comment? Est-ce que vous voulez peut-être nous aider à mettre en place cette initiative pour que ça soit quelque chose qui soit mieux? Parce que vous connaissez mieux le sujet, etc. Et en fait, donc, cette évolution-là, ensuite, il va falloir récolter les 100 000 signatures. Donc là, la campagne n'a pas été lancée. La campagne n'a pas été lancée parce qu'en fait, à partir du moment où on la lance, il y a une limite de temps. Voilà, il y a un compte à rebours. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'était le faire le mieux possible. Et puis, le mieux possible, comme on le sait, comme toutes les cryptos le font, c'est d'abord beaucoup d'effets d'annonce. Ensuite, on dit bientôt, bientôt, bientôt. Tu t'inspires en fait voilà. de Cardano et de... c'est comme ça que ça marche. Hein. Et puis ensuite, on nous dit, oui, mais alors c'est quand? Et puis alors, on dit, alors, normalement, cette année. Voilà, c'est le proof of stake, normalement 2022, disons entre 2022 et 2032. Bon, en tout cas au XXIe siècle. Bon. Donc là, on est un peu dans cette procédure, sachant que, et là c'est un peu le secret, hein, donc vous dites à personne. Personne ne regarde. Mais le vote ne passera jamais, et ça on le sait. Ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est vraiment d'avoir cette initiative, d'avoir les 100 000 signatures. Parce que même le processus de récolter les signatures va être intéressant. Maintenant, 100 000 signatures, 100 000 bitcoiners et 100 000 familles et amis de bitcoiners, ça se trouve, c'est pas ça vraiment le problème. Donc il y aura une votation en Suisse sur le bitcoin. Voilà. Bientôt. Maintenant, la votation... Faut pas se faire des miracles dans la tête. Elle passera jamais. Il y a trop de gens qui sont complètement contre, sans rien comprendre, et qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'influence que moi. Donc, mais sur ce genre de sujet, c'est comme la peinture, il faut plusieurs couches. Exactement. Donc, exactement. Ce qui est important, c'est qu'il y ait cette discussion. Que Madame Michu l'ait vu une fois comme ça par hasard, ensuite au journal de la RTS, ensuite son neveu qui lui en a parlé, maintenant la BNS. Voilà, au fur et à mesure. C'est pas la Russie. Là, maintenant, c'est chez nous, c'est la BNS, c'est suisse, c'est le gouvernement qui demande au peuple de s'exprimer. Donc, ça devient d'un seul coup un sujet de discussion qui est beaucoup plus légitime et puis qui devient un sujet où on se dit, bon, peut-être que je vote toujours comme tel ou tel parti, mais aujourd'hui, je vote comme tel ou tel parti, mais j'aimerais bien comprendre quand même. Et ça, je trouve ça admirable parce que moi, j'ai travaillé en Suisse pendant plus de 5 ans. Bon, après, c'est un échantillon relativement réduit, hein, mais tous mes collègues, quand il y avait une votation, j'étais admiratif de leur effort de compréhension sur les différents sujets. C'est-à-dire que, honnêtement, disons-le, en France, quand les personnes vont voter pour un candidat, tu fais un micro-trottoir, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui te fait la liste du programme de la personne pour laquelle elle a voté. Alors qu'en Suisse, les gars, quand ils ont voté pour l'énergie, les minarets, tu sens qu'il y a une vraie réflexion, il y a un vrai travail de recherche pour dire, oui, je vais mettre mon bulletin, mais je ne le fais pas pile ou face, quoi. Et donc, s'il y a Bitcoin en votation, ça va encore pousser les gens à dire, OK,
je l'ai survolé il y a quelques temps en un quart d'heure sur YouTube, mais malheureusement, Bitcoin, c'est pas un sujet qui se comprend en un quart d'heure. Et en plus, c'est encore plus sournois que ça, c'est que tu as l'impression d'avoir compris en 15 Exactement, minutes. c'est la courbe de, comment il s'appelle, Donner. C'est ça, ouais. Donc tu crois avoir compris et au final, tu passes à côté, tu restes en surface et puis tu n'as pas vu en fait la profondeur du sujet qui mêle cryptographie, informatique, économie, finance, etc. etc. Donc c'est vraiment génial ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on n'est pas pressé. Ouais. Parce qu'on se dit, plus il y a du temps qui se passe avec plus de communication, en dehors de la blague sur le marketing, mais il y a aussi le fait que plus on peut discuter du projet, plus ça permet aussi d'expliquer le projet avant d'un seul coup le jeter sur la table et d'être sûr que les gens vont le rejeter comme un parasite, quoi. Et du coup, ça se fait en Suisse, dans un pays qui est depuis plusieurs années bien ancré dans le monde des cryptos. On a la crypto-vallée à Zug. Alexis nous disait qu'ici à Neuchâtel, il y a beaucoup d'effervescence dans le monde des cryptos. Pourquoi, d'après toi, quelle est la recette magique? Comment la Suisse a réussi à attirer autant de talents, autant d'entreprises crypto? Et là, voilà, je parle à tous nos politiciens français. Comment on pourrait copier la Suisse dans le futur? Alors, il y a un truc qui n'est pas réplicable, qui est justement que les cantons sont un peu indépendants. Donc, un des avantages de Zug, c'est de dire « venez chez nous, les impôts sont bas ». Forcément, si on veut faire une fondation, avoir beaucoup d'argent, ça attire. Alors, ce n'est pas forcément que la cupidité le problème, hein, mais le fait d'avoir ça, ça permet de commencer à poser les bases. Et c'est ça qui a fait que Zug, forcément, si on veut faire une fondation avec une boîte aux lettres, on vient, on s'installe, ça fonctionne. Et puis après, derrière, le deuxième truc, c'est que la fiscalité, en général, elle est assez logique chez nous. C'est pour ça qu'il y a des chanteurs et des coureurs automobiles français qui viennent s'installer en Suisse. C'est parce qu'on leur dit, d'un côté, on va vous prendre avec une espèce de barème complètement absurde. De l'autre côté, vous allez pouvoir négocier et avoir quelque chose qui tient un petit peu la route. En final, vous allez payer des impôts. Hein. On n'est pas à Monaco, on n'est pas au Cayman. Excusez-moi. Mais par contre, on est dans une situation où c'est pas quelque chose qui est... c'est pas un conflit. On paye des impôts, mais on essaye que ça soit logique. Mieux pour tout le monde. Ouais. Donc ça, c'est le premier point par rapport à justement quand la société Bitcoin Suisse est venue s'installer en Suisse, d'où son nom, la fondation Ethereum, etc. C'est tous des gens, Cardano, je crois, qui sont aussi à Zug. Il y a plein de gens qui sont venus s'installer là. Puis la deuxième chose, toujours avec ces cantons, c'est que dans l'autre sens, on le voit avec Alexis. Alexis Roussel. Même chose, hein, avec Alexis qui était à Genève, et puis qui voulait faire une entreprise, et puis il ne trouvait pas de partenaire bancaire. Pourquoi? Parce que les partenaires bancaires, forcément, ils ont peur de tout. On va leur tomber dessus au moins de problèmes, ils n'ont pas envie de prendre cette responsabilité-là. Donc, finalement, il s'est retrouvé à Neuchâtel. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi assez fondamental à la Suisse, c'est qu'il y a une... compétitivité entre les cantons. Ouais, même un arbitrage, je dirais, entre les cantons, où potentiellement, si on va voir un canton et on leur dit on aimerait bien faire quelque chose et on propose les choses de manière intelligente, ils ont envie de nous attirer. Comme si c'était un pays différent alors que nous on est dans le même pays. Et là, d'un seul coup, forcément, c'est un peu comme avec la Silicon Valley. Il faut qu'il y en ait un, d'un seul coup, il y en a un autre qui vient se mettre là, et puis après, il y a le troisième qui se dit, mais en fait, s'il y en a déjà deux, je vais me mettre avec, etc. Et en fait, le fait de pouvoir gagner de l'argent avec les cryptos et de pouvoir le mettre sur un compte en banque pour ensuite pouvoir payer son loyer, son électricité, ses salaires, ça, c'est quelque chose qu'en France, ils n'ont toujours pas compris. Et ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'il y a un statut officiel PSAN, il y a des entreprises qui passent dans tous les sens à travers des embûches pas possibles pour pouvoir avoir le statut PSAN. Ils ont le statut PSAN et ils se font quand même interdire, couper leur compte en banque parce que la banque a peur de prendre... statut PSAN, ouais, c'est ça. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que la vraie difficulté avec Bitcoin, c'est pas de le sous-réguler en disant c'est la ruée vers l'or, on fait ce qu'on veut, et en même temps de ne pas le surréguler en disant on va faire un truc, on sait exactement de quoi il s'agit. Parce que dans les deux cas, ça fait qu'il y a une incertitude qui va faire que les gens qui sont régulés ne vont pas vouloir être
dans le circuit. Et en l'occurrence, les banques sont très régulées et elles n'ont pas envie de prendre ce genre de risque. Donc, elles vont dire non, non, non. Et on en parlait, les banques, en fait, depuis des années, elles ont des problèmes avec les bureaux de change. Parce que les bureaux de change, il y a des gens qui viennent, qui changent 100 euros contre 100 francs suisses, puis le lendemain 100 euros contre 100 francs suisses. Puis au bout d'un moment, ça dépasse les limites, mais en fait, ça n'a pas dépassé les limites parce que c'était des petits montants, etc. Et puis, le fraudeur, on va dire, ne va jamais être inquiété. Par contre, la banque qui, elle, récupère cet argent et qui le met sur un compte, elle risque d'avoir une grosse amende, des sanctions, etc. Donc, elle va vouloir ne pas avoir de contact avec ce genre d'activité. Mais ce n'est pas une activité qui est illicite en tant que telle, c'est juste une activité qui est un peu floue. Et en fait, c'est ce flou qui est problématique. Et en France, il y a un gros flou. En Europe, en général, il y a un gros flou. Et aux États-Unis, on le voit justement, puisque c'est fédéral de la même manière que la Suisse, il y a un État qui dit, nous, on fait comme ci, puis il y a un autre État qui dit, on fait comme ça. Les entreprises, elles vont d'un État à un autre État. Et puis les gens quittent la Californie pour aller s'installer au Texas. Et puis j'ai l'impression qu'en Suisse, il y a vraiment l'application d'un concept de base qui est que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et j'ai l'impression qu'on l'applique bien en Suisse. C'est-à-dire que la loi est claire et du coup, ce qui n'est pas interdit, j'ai le droit. Alors que du coup, un flou juridique en France, du coup, comme tu ne sais pas vraiment, tu ne fais pas. Oui, mais il faut quand même dire ce qui est interdit. Si on dit on ne sait pas, mais c'est un actif, mais c'est pas vraiment un actif, et puis alors c'est ça par exemple avec la Russie, ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas dit c'est légal ou c'est illégal, ils ont dit on va le considérer comme une monnaie. Hyper simple, je veux dire ça tient sur une ligne. Mais à partir du moment où on dit on va le considérer comme une monnaie, on sait qu'on ne le considère pas ni comme de l'or, ni comme une action. On le considère comme une monnaie. C'est fiscalisé comme une monnaie, les réglementations, les maximums, les minimums, etc., c'est comme la monnaie. Et puis à partir de ce moment-là, si c'est comme une monnaie, on sait à quoi s'en tenir, même si effectivement il faudra peut-être faire attention, les choses peuvent changer, mais il faut à un moment se prononcer sur quelque chose qui est assez basique. Et puis on en revient à la blockchain de Bitcoin, il faut quelque chose de basique à la base. Comme ça, on peut construire dessus. Et puis, au fur et à mesure, on construit et puis on fait des petites finitions qui vont permettre de dire, voilà, ça, on le fait un peu plus comme ça on le fait un peu plus comme ci. À partir de tel montant, ça se passe un peu différemment, etc. Tu parlais des banques genevoises qui sont ou étaient très frileuses envers les cryptos et envers Bitcoin. Toi, tu es en contact avec des banquiers d'affaires, tu es en contact avec toutes ces institutions financières. Qu'est-ce qui se dit là en ce moment? Comment ça a évolué les mentalités? Février 2022, raconte-nous un peu comment tu le sens. Est-ce qu'il y a vraiment eu un déclic ou est-ce que les institutions sont parties sur le marché? Ça y est, arrivées, je veux dire. Ouais. Mais, depuis le Covid, ouais. Depuis le Covid, ça commence maintenant à... En fait, ça a commencé, on va dire, en 2019, donc c'était avant le Covid lui-même. Mais ça arrivait tranquillement, et puis on disait, on voit, et puis au pire on éteint la lumière si ça ne marche pas. Et puis avec le Covid, ils se sont quand même rendus compte, aux États-Unis, Tesla, MicroStrategy, MassMutual, etc. Il y a plein de gros acteurs qui ont d'un seul coup commencé à faire et à dire des choses. Ensuite, il y a JP Morgan qui, en 2017, disait « c'est du poison ». On n'y touche pas, c'est interdit. Et puis d'un seul coup, ils commençaient à dire oui, non, maintenant, on pense que ça va monter à 150 000. C'est scandaleux. À part ça, c'est scandaleux. Parce que je suis sûr qu'ils ils se sont remplis les poches 2019-2020. Et maintenant que ça y est, ils ont leur bac bien plein. Mais ils annoncent que Bitcoin sera à plus de $100 000 dans quelques années. À un moment, en fait, il faut être zen. Ouais, mais c'est quand même... Faut regarder les choses. On joue pas tous avec les mêmes règles. Mais bien sûr que non. Ouais. Bien sûr que non. Ouais. Mais la vraie différence, c'est que quand il y a eu le problème avec GameStop et comment ça s'appelle, j'oublie toujours Robinhood. Là où on jouait pas les mêmes règles, c'est qu'ils viennent et qu'ils disent regardez, on est un peu le Facebook de l'investissement, et puis on est pour le peuple, et puis on est cool. Et puis en fait derrière, il y a quand même ceux qui les payent et puis qui revendent leurs données. Et puis qui manipulent un peu les ficelles, et puis qui leur disent maintenant vous nous coupez tout ça parce qu'on va pas se faire squeezer, faut pas exagérer non plus. Et puis ils ont coupé. Et c'est là où on se rend compte que, justement, la différence avec Bitcoin, c'est qu'on peut, aujourd'hui, nous trois, interagir, acheter, vendre. On ne passe pas par un intermédiaire. Donc là, on joue effectivement... Madame Michu,
Si elle dit « Ah, mais moi, JP Morgan, ça m'intéresse pas ce qu'ils disent. Mon cousin, mon neveu m'a dit qu'il fallait que je mette 10 balles. » Elle peut mettre 10 balles, même à la limite le laisser sur un exchange complètement centralisé, je ne sais pas dans quel pays, en Estonie. Elle peut. Alors que le fait de devoir demander à quelqu'un de pouvoir participer, ça, c'est les anciennes règles. Avec le principe de Bitcoin, c'est qu'effectivement, si JP Morgan dit quelque chose, c'est pas eux qui décident, finalement. On peut quand même... mais bon, en même temps, ils jouent leurs cartes, hein, ils ont raison. C'est des acteurs comme c'est un acteur comme un autre. C'est comme ça qu'on apprend. Pour en revenir à la Suisse, aux banques suisses, toi, tu vois une vraie évolution depuis la bulle de 2017. C'est surtout que d'un seul coup, il y a leurs clients qui ont commencé à se poser des questions, quoi. Et leurs clients qui viennent les voir et qui leur disent bonjour, je vois comment fait le Nasdaq, je vois comment fait le SP 500, je vois comment... je vois comment fait l'euro, je vois comment fait le dollar, je lis les journaux, et puis vous ne me proposez pas d'acheter du Bitcoin. Moi, j'aimerais acheter du Bitcoin. Je fais comment? Alors le banquier il dit non, mais vous comprenez, c'est pas important, puis c'est oublié. Et puis là, le client il dit non, mais je veux acheter du Bitcoin, donc je vais le faire quand même, mais je suis pas obligé de passer par vous. Puis là, le banquier il dit bah oui, mais je vais pas avoir un manque à gagner, je suis pas fou non plus. Donc pendant un moment, il voulait absolument pas y toucher. En 2017, c'était non, même si par derrière, il y avait beaucoup de discussions, il y avait beaucoup de choses qui se mettaient en place, il y avait beaucoup de gens qui avaient envie de parler de choses et d'autres, qui avaient envie de comprendre, mais les compliants, ils disaient, moi, je ne veux pas me faire taper sur les doigts, c'est très bien que je comprenne, c'est très bien que quand je dis non, je sais pourquoi je dis non, mais au moins, je continue à dire non. Et puis à partir de 2019, il y a eu donc 2 banques qui ont reçu l'accréditation officielle maximum de l'autorité financière suisse, la FINMA. Signum et SEBA. Et d'un seul coup, c'était des organismes bancaires officiels, donc il y avait les grosses réglementations. Donc la FINMA avait mis le tampon. Voilà, la MF Suisse a mis le tampon, genre c'est cachère. Ils ont dit, vous, maintenant, on va vous regarder, encore plus que les autres, mais on va vous regarder comme des banques. Donc vous avez toutes les obligations des banques, vous avez la transparence, le truc, le machin, comme une banque. Et puis il y a des banques qui ont investi dedans, il y a des autres entreprises et il y a des banques internationales qui ont investi dedans, en disant, regardez, maintenant on a la sécurité, on a la solidité d'une banque, même si c'est des banques qui sont toutes jeunes, finalement, ça ne change rien, c'est pas très grave. Et ces banques-là, on dit, nous, ce qu'on veut, c'est se spécialiser dans le service autour des bitcoins et des cryptos. Et donc, ça permet que ces banques-là deviennent aussi prestataires de services à d'autres banques qui, elles, n'ont pas forcément envie de prendre tous les risques et en plus les risques techniques et les investissements de ressources X ou Y, mais en même temps qui ont quand même envie de prendre leur commission. Donc, parce que ça fera tampon et il y aura l'intermédiaire entre le monde traditionnel, peu conventionnel, archaïque, et puis du coup le nouveau monde, et puis tu auras ces nouvelles boîtes un peu... Exactement. Et surtout, le client final, il a le même intermédiaire, le même interlocuteur qu'il avait à l'époque, mais en même temps, il sait que derrière, s'il a envie d'acheter à 20 et de vendre à 40, il peut. Et après, il y a des plus petites structures qui font un peu chacune dans leur coin, mais là, effectivement, ça touche des vraies banques, ça touche des vrais clients qui ont des comptes conséquents. Donc, effectivement, une fois qu'on voit que les clients sont contents et qu'on peut faire de l'argent avec un service, forcément. Forcément, ça part. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous. Très bientôt. J'espère, parce que là, on a à peine gratté la surface. Donc, on se voit une prochaine fois. Ça marche, avec plaisir. Merci. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici. On vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.